Ligne droite, vue de haut. Et pour cette vue de haut, nous retrouvons Alice Cordier, donc porte-parole et directrice du collectif Némésique, Hélène Pélès, animatrice donc du blog Héromachia, et puis Stanislas Rigaud, président et fondateur de Génération Z et membre du bureau exécutif de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Bonjour à tous les trois, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour. Bon, très bien. Alors commençons, ce qui nous amène aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce procès donc gagné par Adèle Haenel, l'actrice, procès qui a confirmé la condamnation de Christophe Rugia pour agression sexuelle lorsqu'Adèle Haenel avait entre 12 et 14 ans. Voilà, une affaire, une fois de plus, assez sordide. Et forcément, il y a une dimension très politique à ce procès, à l'ère MeToo. L'actrice elle-même le dit, ça fait un effet très fort d'entendre ces mots prononcés, d'avoir un acte qu'on pourrait dire officiel qui lutte contre le déni que j'ai pu rencontrer depuis des dizaines d'années autour de ces histoires. Elle remercie les gens qui l'ont soutenue pendant ce procès en les qualifiant de militants. Elle remercie les militants présents. On voit bien donc là, tout l'enjeu politique qui se cache derrière ces condamnations. Et pour rebondir là-dessus et faire un état des lieux, c'est pour cela que nous vous avons invités tous les trois. Alors d'abord, peut-on peut-être commencer avec vous, Alice Cordier. Vous vous réjouissez de cette condamnation de Christophe Rugia ? Il est évident que de toute façon, il est temps qu'il y ait aussi des condamnations claires, notamment quand il s'agit de très jeunes filles. On sait que dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma, même de la musique, il y a des pratiques extrêmement déviantes de la part d'hommes plutôt âgés, qu'on l'âge d'être le papa en fait, de ces jeunes filles-là. Ça a été normalisé pendant un temps. Et je pense que oui, il est essentiel qu'aujourd'hui, on puisse prendre conscience d'abord de cette normalisation et systématisation en fait finalement d'un rapport de force entre des très jeunes filles et leur on va dire soit voilà leur metteur en scène, soit il y avait vraiment un rapport de domination qui était réel, mais à l'échelle du cinéma, mais pas que en fait, on retrouve ce genre de phénomène aussi bien je dirais presque dans la vie de tous les jours, où il y a un certain nombre d'hommes qui sont capables de mettre sous emprise des jeunes filles qui voient comme une substitution de leur père. Ou voilà, il y a ce genre de phénomène qui existe, qui est grave, je pense, dans une société moderne, et qu'il est temps aussi de savoir gérer sans pour autant partir, évidemment, dans une chasse à l'homme, homme contre femme, etc. C'est pas du tout le propos. Mais par contre, il y a réellement, je pense, parfois, certains hommes qui abusent de jeunes filles, qui n'ont pas forcément tous les outils nécessaires pour avoir un regard, on va dire, détaché de ces hommes-là. Et je pense que c'est important de pouvoir mettre les points sur les i sur ça. Hélène Pélès, donc vous sur votre blog Héromachia, il y a un article que vous consacrez au cinéma des féministes et vous pointez du doigt toutes ces actrices donc, qui se revendiquent féministes, qui en font l'une des questions phares de leur prise de parole récurrente. Et parmi les actrices que vous pointez du doigt, bien sûr, Adèle Haenel. Alors comment est-ce que vous vous positionnez, vous, vis-à-vis de ce procès et de la figure d'Adèle Haenel ? Alors moi, je considère que c'est une affaire assez complexe quand même, parce que effectivement, ce qui a été jugé et condamné, je suis d'accord avec Alice, c'est l'emprise qui est manifeste. Je crois qu'on peut pas le nier. Une jeune femme entre 12 et 14, un homme de 35 à 39 ans n'a pas à fricoter, à tourner autour d'une gamine de 12 à 14 ans. C'est des choses qu'on peut pas accepter, qui sont forcément qui posent question. Ce qui a posé question aussi, c'est les images du film. J'ai été regarder hier, par exemple, et effectivement, ça met très mal à l'aise, c'est très glauque. Il y a l'esthétique pédophile, et phébophile ou pédophile est présente, donc... Je pense que c'est ce qui a pesé dans le jugement. Ensuite, la question de l'agression sexuelle, elle est difficile à qualifier parce que là, c'est parole contre parole. Donc, l'avoir porté le sujet des attaques sur l'agression sexuelle, c'est une démarche qui pose toujours question parce que c'est à 20 ou 30 ans de distance, c'est impossible à démontrer. Et de toute façon, Christophe Rugia fait appel parce que lui, il nie en bloc toute forme d'agression sexuelle. Elle-même, elle n'a jamais parlé d'agression sexuelle au départ. Donc voilà, elle a porté toute la question sur le côté sexuel, alors qu'il n'y avait pas vraiment, probablement, à proprement parler d'agression sexuelle, mais même si l'emprise méritait d'être jugé et je trouve normal qu'il y ait une amende à payer pour les frais de psy et pour
et qu'on lui interdise de refaire ce type de film, même si bien sûr c'est la création artistique, ça n'a pas été remis en question. J'ai pas entendu parler de polémique sur le film en lui-même. Donc voilà, c'est la liberté de création. Il y a probablement rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que ça pose question. Et je peux comprendre qu'elle ait été traumatisée par ce film. Je peux le comprendre, je l'aurais été aussi. À la place de ses parents, j'aurais jamais accepté que ma fille, j'aurais demandé que les rushs soient détruits et que le film ne sorte pas avec ma fille dedans de cette manière. Je comprends le traumatisme, à mon avis, qui est à la base de tout. Et du fait qu'elle se soit jamais vraiment remise de ce film, c'est tout à fait entendable. Ensuite, voilà, moi j'ai fait cet article il y a quelques années maintenant, parce qu'évidemment j'ai vu arriver la vague MeToo, la vague Balance ton port, puis MeToo en 2017 et 2018. Et je me suis tout de suite, je suis tout de suite élevée contre ces discours. Parce que c'était évidemment de l'instrumentalisation pour moi de faits qui étaient utilisés pour mener un combat politique, exclusivement un combat politique et idéologique, et qui portait un féminisme qui n'a de féministe que le nom, qui est avant tout des postures d'extrême gauche, rien d'autre. Le féminisme est un faux-né dans ces affaires-là. C'est presque un mot vide. C'est parce que c'est consensuel de se dire féministe. On a tout de suite l'oreille des médias, du grand public. On fait jouer jouer les sentiments, les émotions profondes. Mais ce sont des femmes qui ne défendent, ces féministes-là, qu'une seule catégorie de victimes. Il faut que l'agresseur rentre dans leur narratif. Il faut que ce soit un homme blanc, bien sûr. En plus, ce sont les victimes du cinéma, entre guillemets, les victimes du cinéma ne représentent que leur petit milieu, qu'elles-mêmes. Moi, je ne me suis jamais identifiée à ces femmes-là. Parce que elles montent en épingle, elles font une deuxième carrière. C'était un peu le but de le sens de cet article, pour dire qu'elles faisaient une deuxième carrière dans le féminisme parce que ça leur garantissait les projecteurs pour longtemps et que c'était très porteur et que souvent les agressions en question ne les avaient jamais traumatisées jusqu'au jour où tout d'un coup elles se réveillaient parce qu'il y avait de l'argent à se faire, de la notoriété à se refaire sur ces questions-là. Donc je crois pas à leur sincérité à ces femmes-là, parce que derrière, il y a toute l'armada féministe qui choisit soigneusement ses victimes. Si vous êtes une femme de droite, si votre agresseur n'est pas de la bonne couleur, vous ne les entendrez pas. Et par exemple, pour rester dans les médias en 2 mots, l'affaire de ces jours-ci de Kanye West qui présente Bianca Censori, sa compagne, qui l'exhibe nue comme dans un marché aux esclaves au Grammy Awards il y a 3 jours. Il manque que la laisse. Il manque que la laisse et les chaînes. Voilà, il sort son chien, quoi, et il la présente, son trophée. C'est extrêmement choquant. Et vous n'entendez aucune féministe. J'ai encore été voir juste avant l'émission sur le Blue Sky de Sandrine Rousseau pour voir si elle en parlait. Pas du tout, bien sûr. Alors, elle se félicite pour le procès de Ada Lenel, puisque Ada Lenel vote pour elle. Elle est écoféministe comme elle. Mais par contre, pas un mot de nos féministes sur un cas d'emprise. Là, pour le coup, grave. Certainement bien plus grave même que celui d'Ada Lenel. Je pense que le jour où Censori sera larguée par Kanye West, là, elle parlera. Pour l'instant, elle n'a pas droit à la parole. Il lui interdit de parler aux médias, mais le jour où elle parlera, qu'elle sera virée, larguée, elle aura raison de dire, mais personne, vous ne m'êtes pas venu en aide. Vous voyez bien que il suffit de voir son regard de poisson mort pour comprendre qu'elle est sous emprise, qu'elle souffre, mais personne ne lui tend la main, personne n'essaie de comprendre ce qui se passe, ne lui demande si elle est d'accord ou pas. Voilà, donc on voit bien que je suis élevée contre ce féminisme qui est le faux-né d'un combat politique d'extrême gauche et rien d'autre qui n'a de nom que de féministe que le nom, quoi. On va revenir sur cette hypocrisie des néo-féministes, Hélène Pélès, mais avant cela, Stanislas Rigaud, peut-être quelques mots sur ce tabou effectivement de la pédophilie dans les milieux des pseudo-intellectuels de gauche souvent, ou de ces artistes. On a souvent l'excuse justement de la culture, du côté intellectuel. Ce sont des artistes un peu originaux, donc ça va, ça passe, ça peut être toléré. Ça a été le cas pendant pas mal d'années. Bonjour à tous. Surtout pour parler d'un sujet pareil, c'est important d'avoir quand même un homme au milieu de femmes brillantes et intelligentes. Merci Stanislas. Je vous en prie. Non, plusieurs choses pour commencer. Ce qui est important de dire, c'est que, et c'est ce qu'on dit à longueur de journée dans nos camps, c'est que le sujet
de la justice est extrêmement important et que les affaires jugées des années plus tard sont extrêmement compliquées. Mais dans ce cas précis, je ne sais pas si c'est une défaillance de la justice, mais en tout cas, il est vrai que pour beaucoup de femmes, c'est un enfer pour porter plainte. Il est très compliqué de se faire écouter, notamment au vu de cette justice lente, défaillante et qui manque de personnel. Le deuxième sujet, ça me permet de répondre à votre question, qui me semble important, c'est que les féministes, pendant longtemps, se sont alliés aux libertaires et aux gens de gauche qui prônaient un progrès sans fin et qui a tourné au milieu des années 60 à des unes de Libération mettant en avant la pédophilie avec tout ce courant de gauche libertaire qui étaient les alliés objectifs des féministes à cette époque. Et aujourd'hui, il y a un renversement d'alliance des féministes qui ne sont plus alliés avec l'homme blanc, mais qui s'allient aujourd'hui avec les islamistes, avec les wokistes, avec toutes ces personnes-là, pour combattre justement l'homme blanc qui était leur camarade de lutte contre les bourgeois, contre le catholicisme, contre les structures de la société. Et donc la question que je voudrais, que je poserais aujourd'hui à nos deux amis qui sont avec nous aujourd'hui, c'est le problème du féminisme ou du mouvement féministe n'est-il pas dans le fruit? Le ver n'est-il pas dans le fruit depuis le début? Et aujourd'hui, on s'oppose à un néo-féminisme, mais est-ce que le souci de fond n'est pas en tant que tel le féminisme qui est prôné depuis le début, depuis son invention? Alors Alice Cordier, vous êtes militante et présidente d'un collectif féministe, donc commencez par répondre à Stanislas et puis on donnera la parole à Hélène Pélès. Je pense que d'abord, il y a eu plusieurs vagues de féminisme et en fait, c'est vraiment les dernières vagues qui sont très intersectionnelles ou woke, et là où on voit émerger un certain nombre de contradictions dans le discours, notamment sur le fait de promouvoir l'immigration alors qu'on fait venir en masse des hommes issus de sociétés ultra-patriarcales, chose qu'elle dénonce quand il s'agit de l'Occident, mais qu'elle ne dénonce jamais quand il s'agit évidemment de l'Afrique, du Maghreb, etc. Donc oui, il y a une contradiction qui est réelle, mais qui pour moi fait vraiment partie d'un néo-féminisme dans des temps plus reculés. Je dirais que le féminisme a commencé... On lui donne certains écrits au niveau de la Révolution française, mais réellement... du Moyen-Âge, mais réellement, en fait, il a vraiment commencé, je pense, avec la révolution industrielle qui a permis à certaines luttes d'avoir du résultat. Je pense notamment à la question du travail, du droit de vote, etc. Les deux sont quand même intimement liés et il y a eu une époque, oui, où la libération des femmes était justifiée, où il y avait une inégalité de traitement, parfois liée d'ailleurs au Code Napoléon. Et je pense que non, il y avait une justification et des inégalités réelles. Quand à l'époque, s'il fallait demander à son mari pour avoir un compte bancaire, excusez-moi, il y avait quand même quelque chose d'assez hallucinant, en fait. Mais aujourd'hui, en effet, les courants, je pense un peu américains d'ailleurs, ont beaucoup repris le féminisme et en ont fait finalement... Moi, aujourd'hui, le féminisme, c'est plutôt de l'extrême gauche qui utilise les femmes pour faire passer son idéologie. C'est quand même ça. Oui. Maintenant, ceci étant dit, il y a aussi des causes qui sont justes. On parle beaucoup de l'affaire MeToo. L'écrasante majorité des affaires au sein de MeToo ont donné lieu à des condamnations. Et parce qu'on entend beaucoup au sein de la droite ce discours, et je pense que c'est lié plus à une méconnaissance ou au fait qu'on a une méfiance vis-à-vis des courants féministes que je t'entends, parce qu'elles ont beaucoup dénoncé l'homme blanc, cis, dominateur, hétérosexuel, et qu'on les entend jamais quand ça change un petit peu au niveau des critères. Néanmoins, c'est une minorité de plaintes qui ont été abusives au sein de MeToo. L'écrasante majorité a donné lieu à des condamnations, à des procès et à des reconnaissances de viol ou d'agression sexuelle. Il faut aussi le dire, parce que c'est pas uniquement des femmes qui ont voulu abuser ou tuer l'homme blanc. C'est pas... Stanislas Rigaud bouillonne de vous répondre. Oui, non, mais parce que Alice et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, mais quand vous dites, Alice, que les alliés d'aujourd'hui du féminisme ne sont pas les bons et qu'elles se trompent de combat et qu'il y a des contradictions, moi, ce que je pointe, justement, c'est que dès les années 60, il y a des contradictions. Et que c'est parce qu'il y a des féministes qui se sont alliés avec des libertaires à cette époque-là, qui étaient des personnes qui défendaient justement une libération des mœurs totale, et donc, en partie, la pédophilie, notamment dans Libération et dans les journaux de gauche. En réalité, les féministes se sont toujours trompés d'alliés. Quand vous me dites qu'à l'époque, oui, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et compagnie, la réalité, on le sait, c'est que les militaires ne l'avaient pas non plus, les abbés ne l'avaient pas non plus, et qu'elles étaient utilisées déjà à l'époque pour combattre une société traditionnelle. Et après, pour finir mon propos, vous savez évidemment que je vous rejoins entièrement sur cette droite qui se trompe en attaquant MeToo ou en remettant à chaque fois en question la parole des femmes. Mais pour régler ce souci-là, il se passe justement au niveau de la justice et au niveau d'une société qui serait de nouveau plus saine, notamment sur cette question des mœurs, notamment sur cette question de structure stable qui n'existe plus depuis maintenant des années.
Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, évidemment qu'il Ah n'y oui, avait c'est pas vrai que qu'on se tutoie, pardon. pardon, qu'il y avait pas que les femmes qui avaient un certain nombre d'inégalités. Après, c'est vrai qu'elles n'étaient pour le coup vraiment, il n'y a pas eu uniquement sur la question du droit de vote. Maintenant, moi, j'ai aussi une question, où était la droite? Si aujourd'hui aussi, si à l'époque aussi les femmes ont trouvé des alliés uniquement au sein de la gauche et donc auprès de personnes avec une idéologie nette, c'est aussi parce que la droite n'a jamais su répondre et Mais c'est pas les Alors, femmes à discorder, je pense que c'est les féministes, qui n'est pas exactement la même chose, et vous le savez, aujourd'hui, les féministes s'autoproclament on, porte-parole des femmes, et alors que vous sur en la, êtes peut-être plus on va, représentative. on va sur demander la- son avis à Hélène Pélès sur cette posture du féminisme en politique, justement. Est-ce que les féministes, historiquement, ont choisi les bons alliés et est-ce que si elles se sont tournées vers la gauche, c'est pas aussi par faute de réponse de la part de la droite? Alors bon, effectivement, le combat du néo-féminisme suit la gauche depuis l'après-guerre. Une posture qui est de gauche depuis l'origine, enfin, depuis que le néo-féminisme a été formalisé aux États-Unis dans les années 70-80, ce qu'on appelle le gender féminisme, le féminisme du genre, c'est-à-dire l'idéologie du genre, ça a été théorisé par les Américaines dans les années 70-80 et c'est une position 100% de gauche. Donc ça suit l'évolution de la gauche qui, entre-temps, par la suite, s'est mis à défendre l'immigration et tout ce qui est fait aujourd'hui leur discours. Sinon, ben oui, comme le disait Monsieur Rigaud, c'est vrai que les femmes ont eu le droit de vote au milieu du XXe siècle, plus ou moins, mais les hommes aussi. En fait, la plupart des hommes ne votaient pas non plus avant le XXe siècle. Il ne faut pas oublier que le droit de vote, il est arrivé aux hommes quelques années avant les femmes. Donc, on fait beaucoup de mousse sur ce droit de vote des femmes, mais après, les militaires, par exemple, ne pouvaient pas voter alors que les femmes pouvaient déjà voter. Et on les a pas entendus hurler sur tous les toits qu'ils étaient discriminés. Donc elles font beaucoup de mousse sur le droit de vote, mais c'est un épiphénomène. Elles ont eu le droit de vote, c'est une poignée d'années après les hommes, les femmes. Donc il n'y a pas de quoi en faire tout ce pataquès. Sinon, effectivement, l'évolution du féminisme, c'est au XIXe siècle qui va commencer vraiment à prendre forme. Et il sera porté par des hommes au départ. Il ne faut pas oublier que parce que les femmes n'étaient pas au Parlement, donc ce sont des hommes qui ont défendu les idées féministes en premier. Les femmes doivent beaucoup au combat des hommes pour leur combat. Et ensuite, bon, le féminisme s'est développé tout au long du XXe siècle. Et puis, il y a surtout ce tournant majeur après-guerre, dans les années 60-70, sur les campus américains de Californie, où est donc défini ce néo-féminisme qui déferle depuis quelques décennies sur l'Europe. C'est ça, vraiment deuxième grosse vague. Il y a eu la première grosse vague dans les 70s et la deuxième, c'est depuis une vingtaine d'années, tournant des années 2000. Pour comprendre le début de tout ça, il faut lire, par exemple, Fausse route en français d'Elisabeth Badinter, qui est la première qui a publié en français sur ce sujet-là. Elle a étudié le discours de ces féministes radicales américaines et qui défendaient donc l'idéologie du genre. Après, il y a eu Judith Butler, voilà toutes ces femmes, et ce sont toujours ces idées-là. Il n'y a rien de neuf. S'il faut regarder ce que raconte Sandrine Rousseau et toutes les autres, elles se contentent de puiser dans ce fond idéologique. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Sinon, effectivement, le néo-racisme des féministes, voilà, qui rabattent sur leur couleur de peau, voilà, tous leurs adversaires. Vous êtes blanc, donc vous êtes coupable, et vous êtes voilà, enfin voilà, et voilà. Et sinon, pour moi, le féminisme, ce qui m'a choqué et ce qui m'a poussé à créer mon petit blog là, c'est le fait qu'on soit face à du sexisme. Le néo-féminisme est un sexisme pur et simple et un racisme, un néo-racisme et un sexisme. On peut pas dire autre chose quand on vous rabat à votre genre, enfin à votre sexe et à votre couleur de peau. On est sexiste et raciste. Et si on vous interdit de parole ou on vous condamne uniquement sur la base de votre sexe, il n'y a pas à dire. C'est du sexisme, c'est rien d'autre. Donc moi, j'ai commencé à décortiquer et mettre en doute le fondement de leur discours parce que il n'y avait rien pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va, quoi. Parce que la plupart des combats féministes sont en réalité portés par des hommes et portés par la justice.
Et il y a aussi le fait que les féministes confondent, comme l'a très bien dit Stanislas Rigaud, confondent féministes et femmes. Ils partent du principe qu'une femme est forcément féministe. Mais non, moi je suis une femme et je ne suis pas féministe. Je ne peux pas adhérer à un tel corpus idéologique qui va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné, à toutes mes valeurs humanistes. C'est, voilà, comme je dis sur mon site, c'est parce que je suis humaniste et que j'ai été éduquée d'une forme d'universalisme. On m'avait inculqué que voilà, il fallait pas juger les gens sur leur sexe ou leur couleur, que je ne peux pas adhérer à cette vision de l'humanité qui qui théorise la guerre des sexes et qui prétend que depuis l'aube de l'humanité, les femmes sont les esclaves des hommes, mais ce n'est pas ce que raconte l'histoire. Je le dis, le patriarcat, la notion de patriarcat est une invention. Il faut le savoir, personne ne le rappelle, mais il faut savoir que le mot patriarcat n'apparaît dans les écrits féministes qu'en 1970. Avant, elles ne connaissaient pas ce mot, parce que c'est un mot qu'elles ont été piochées dans l'histoire de l'Église. Patriarcat, c'est un mot, ça fait partie du vocabulaire ecclésiastique. Et en 1970, une féministe va appliquer ce mot à ce qu'elles appelaient un problème sans nom. Ça va devenir le patriarcat. Et à partir de là, des armées de féministes vont produire du récit, vont produire du discours autour de ce mot. Elles vont réécrire toute l'histoire de l'humanité en collant du patriarcat jusqu'à la préhistoire, alors que le mot n'existe pas dans les écrits. En histoire, on ne connaît pas le patriarcat appliqué à la supposée exploitation des femmes par les hommes. On ne le connaît pas dans les années 80-90 chez les historiens. C'est une invention féministe et il faut dénoncer cette... pour moi, c'est une imposture, quoi. Voilà. Donc, à partir de là, il y a tous les discours larmoyants, victimaires, parce que ça fonctionne toujours. Et rien ne fonctionne aussi bien qu'un discours victimaire. Donc, on y va à fond. Et ce n'est que ça, de la victimisation. Mais voilà, il faut rendre aux hommes ce qui leur appartient dans cette histoire. Et le féminisme aussi est porté par des hommes. Les hommes sont féministes. Et l'évolution de notre appareil législatif, qui aussi est porté par des hommes, on le fait avancer les choses, et les féministes ne produisent en fait que du militantisme, du discours, de l'hystérie, d'écrits qui freinent la justice plus qu'autre chose. Et pour moi, elles ne servent à rien qu'à semer la guerre entre tout le monde. Alors, je donne la parole à Alice Cordier, puisque Alice, avec votre collectif, vous dénoncez aussi cette fameuse hypocrisie des néo-féministes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'explique Hélène Pélès ? Est-ce qu'il y a des points de nuance que vous voudriez apporter ? Je pense quand même qu'il y a eu une période... mais il y a une phrase assez intéressante que j'aime bien de Naïm Bestanji qui disait, en fait, la différence, par exemple, avec le Moyen-Orient, c'est qu'ils ont eu les Lumières et ils ont eu après le Moyen-Âge. C'est l'inverse, en fait. Et c'est en cela que, de toute façon, on ne pourra jamais s'entendre réellement parce qu'eux sont revenus à un système bien plus rétrograde quand nous, on est arrivé sur un système beaucoup plus égalitaire, en fait. Mais on ne peut pas nier qu'à une certaine époque, il y a quand même eu... mais en fait, c'est assez drôle parce que dès qu'on reconnaît... j'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes, en fait. On ne reconnaît pas que... Enfin, reconnaître que même aujourd'hui, on a une société qui parfois a été dirigée par les hommes et organisée par les hommes, c'est aussi purement et simplement une réalité. Je veux dire, au sein du féminisme de gauche ou au sein des sciences est totalement, par exemple, déconnecté de la répartition un peu naturelle entre les hommes et les femmes qu'il y a eu dans la continuité, on va dire, des hommes préhistoriques, où en fait, naturellement, les hommes sont allés chasser quand les femmes enfantaient et donc ne pouvaient pas chasser. Et donc, de par ce fait, il y a une répartition un petit peu naturelle des choses qui s'est mise en place. Cette répartition naturelle aurait pu rester assez... sans réelle domination. Dans les faits, l'être humain, je pense, étant assez impérialiste, il y a eu de toute façon une domination qui s'est mise en place, mais des deux côtés, que ce soit à gauche, on ne veut pas le reconnaître, et que ce soit à droite, on ne veut pas le reconnaître, parce que tout de suite, ça rentrerait dans un discours que la droite ne veut pas assumer, qui est un discours aussi de dire, oui, il y a eu aussi une forme de domination qui est réelle, en fait. Et c'est pas... Moi je vois ça avec beaucoup de détachement, c'est-à-dire que je ne fais pas une guerre aux hommes, ça ne veut pas dire aussi que je crois qu'il faut rentrer dans la victimisation, bien au contraire. Il faut aussi reconnaître à la fois, enfin, que la gauche reconnaisse à la fois qu'il y a une répartition qui n'était pas une volonté de domination de la part des hommes sur les femmes, et que c'était une domination, enfin, un équilibre, on va dire, naturel
naturel de par nos instincts et de toute façon des instincts qui sont encore pour moi assez proches. Je veux dire, on n'efface pas la nature humaine avec quelques siècles de civilisation. C'est faux de le penser. À l'échelle humaine, à l'échelle de la vie, les choses ne changent pas aussi rapidement. Et deuxième chose, il faudrait aussi que la droite reconnaisse que oui, en effet, il y a quand même une domination qui s'est mise en place. Moi, je me souviens de discussions que j'ai eues, parce qu'on parle du droit de vote en disant que c'était rien, mais quand même, il n'y a pas eu que la question du droit de vote. Je me souviens de discussions que moi j'avais avec des femmes qui sont aujourd'hui grand-mères et qui m'expliquaient que, par exemple, pour aller en école d'ingénieur, c'était très compliqué quand on était une femme. Il y a 2 générations, parce qu'on expliquait qu'en fait, on prenait la place d'un homme. Je veux dire, c'est des choses qui ont existé et qu'on ne peut pas nier. Et le nier, pour moi, c'est de la mauvaise foi aujourd'hui. Et j'ai la sensation qu'il y a de la mauvaise foi à gauche et à droite sur cette question-là. Je ne dis pas que notre féminisme au sein des Némésis, c'est parfait, hein, loin de là. Hein. Mais je dis simplement que on ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait rien à l'époque et que c'est uniquement un fantasme. Maintenant, ceci étant dit, voilà, moi je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une guerre homme contre femme, femme contre homme, chose que font très bien les féministes de gauche. Et là encore, où elles ne dénoncent absolument pas tout. On ne les entendra jamais sur la question de l'immigration, on ne les entendra jamais sur la question de la surreprésentation des étrangers dans les violences faites aux femmes. Mais le fait est voilà, aussi qu'en France, il y a quand même des inégalités et je pense qu'il faut le dire. Stanislas Rigaud, je vous voyais faire des mimiques pendant que Alice parlait. Vous êtes d'accord avec elle finalement ? Écoutez, des mimiques, je ne sais pas. Non, simplement, ce qui m'agace, c'est que ce n'est pas des inégalités voulues par les hommes ou par des calculs savants. C'est qu'il y a, et ça a été dit par Alice Cordier, et j'en suis évidemment d'accord, il y a des réalités biologiques et des différences qui sont biologiques entre l'homme et la femme. Il n'y a rien de bien novateur dans ce que je viens de dire, mais il faut rappeler, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de presque fascisant de rappeler ces différences qui peuvent exister. Après, là où je serais un peu plus prudent qu'Alice, c'est que on va pas s'excuser aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a maintenant des siècles et qui, encore une fois, sont des constructions liées et basées sur la nature. Et encore une fois, Alice l'a dit, donc c'est très bien. Et qu'aujourd'hui, ceux qui défendent le mieux les femmes, ce sont justement les personnes de droite qui assurent ou qui veulent assurer leur sécurité, qui veulent assurer à leur vie évidemment une certaine tranquillité qu'elles n'ont plus. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai combat pour les femmes, il n'est plus de se battre pour des droits qui sont les mêmes que pour les hommes. C'est-à-dire que juridiquement, nous sommes tous au même niveau, mais d'assurer peut-être une sécurité qui n'existe plus, une tranquillité dans les transports en commun. Alice le fait très bien. Et je crois d'ailleurs que ce qui a rendu aux yeux des féministes Némésis comme des ennemis absolument dingues, c'est parce que justement, vous avez osé dénoncer le quotidien des femmes dans ce qu'il y a de plus vrai et dans ce qu'il a de plus dangereux, à savoir des sujets tabous, le lien entre l'immigration et la délinquance, le lien entre les viols et l'immigration. Et je crois que c'est ce qui vous a rendu odieuse aux yeux de la gauche et ce qui vous a rendu très populaire auprès de la droite, parce qu'encore une fois, la droite soutient le combat de Némésis sur ces sujets-là, sur les violences et sur tout cela. Mais je pense qu'on ne peut pas détacher, et c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, les alliés des féministes qui sont à chaque fois des personnes qui font du mal aux femmes. Encore une fois, rappelons-le, les libertaires hier et aujourd'hui, les islamistes, ou en tout cas une certaine gauche qui est alliée avec les islamistes. Donc voilà, dans le féminisme, c'est ce qui me dérange toujours un petit peu, c'est qu'on dévoie un combat qui est juste, à savoir le respect de la femme dans une société, sa sécurité et sa fonction première, qui est évidemment d'accompagner l'homme d'égal à égal au devant le droit, et qui est dévoyé par évidemment des alliés qui ne sont pas les bons. Il y a peut-être la définition même de femme qui est à défendre aujourd'hui. On le voit avec toutes les dérives trans aujourd'hui. Ne serait-ce que se définir femme, c'est plus quelque chose qui est acquis, Alice Cordier. Oui, non, mais totalement. Totalement, ça devient compliqué. Le fait d'être femme, le fait de ne pas se retrouver dans un ring de boxe face à une femme, entre guillemets, ce sont des choses voilà, qui vont être, je pense, les grandes thématiques féministes dans cette définition la plus claire, je pense, du terme, à venir. Mais là encore, au sein d'un féminisme de gauche, il y a une totale omerta. On les a dénoncer ce qui s'est passé cet été, qui était hallucinant, d'avoir des hommes se considérant comme femmes, malgré le fait qu'ils avaient des chromosomes XY, malgré le fait que par le passé, dans d'autres organisations de boxe, ils avaient été reconnus biologiquement comme hommes. Les Jeux Olympiques, ils les ont considérés comme étant des femmes par peur.
Ils n'ont d'ailleurs pas dévoilé ou pas fait faire les tests par crainte des réactions. Je pense que ça pourrait engendrer. On pense à cette femme, cet homme du coup algérien, dont on a su tout récemment finalement au niveau des rapports qu'il était considéré comme homme et que pourtant on a mis face à 2 femmes dans un ring de boxe cet été. C'est scandaleux. On n'entend pas les néo-féministes là-dessus. Pourtant, c'est bien leur combat même, un homme qui a frappé une femme. mais sur ça, on les entendra jamais parce que ça touche à la question trans, parce que à la question de qui se sent homme, qui se sent femme, et que visiblement, se sentir femme aujourd'hui n'est plus issu de la biologie, mais bien de ce qu'on se ressent. Donc je pense que de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue et que les mouvements comme nous, bien plus concrets, bien plus réalistes, ne feront que se développer. Il y avait beaucoup à dire sur ce sujet et puis vous étiez nombreux et vous aviez énormément d'avis à nous partager. Donc merci d'avoir été avec nous, mais on vous recevra à nouveau parce qu'on reste un peu sur notre fin. Il y a encore beaucoup de sujets à traiter. Merci Alice Cordier d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole et directrice du collectif Némésis. Merci aussi à vous, Hélène Pélez, vous étiez avec nous par téléphone et vous êtes animatrice du blog Euromaquia que j'invite nos auditeurs à aller consulter. Beaucoup d'articles passionnants. Et puis Stanislas Rigaud, merci aussi à vous d'avoir été avec nous.